Ce Paul Biya avait donc dit qu'il est le meilleur élève de la France au micro de RMC. C'est parce que justement il voulait vanter les vertus démocratiques de la France. Eh bien, c'est donc une occasion, au moment où l'Assemblée nationale vient d'infliger une véritable gifle, une humiliation à Emmanuel Macron, que justement ceux qui se revendiquent biaïstes, ceux qui savent que Paul Biya a copié le modèle français, doivent aussi copier ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale française, qui a réussi à mettre en déroute un régime, le régime de Macron, et qui a renversé le gouvernement. C'est vrai qu'en 92 et même en 97, les députés de l'Assemblée nationale camerounaise, qui étaient de l'opposition, ils étaient nombreux, ils étaient majoritaires. Ils auraient pu pousser Paul Biya à la chute. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plutôt vendus. Chacun est parti dire, moi je coûte telle somme d'argent. Alors que le peuple avait confiance en eux. Ils sont partis, ils se sont associés au RDPC. On n'oubliera jamais des gens comme Bello Bouba, dont j'ai déjà cité, les Amtar Gassagaï, sans même oublier plus tard les Issa Chiroma, qui étaient dans l'opposition, qui étaient en pole position pour prendre le pouvoir, mais qui malheureusement n'ont démontré qu'une seule chose. Ils ne se battaient pas pour le peuple, mais pour leur ventre. Ils se battaient pour leur nombril. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus tout simplement des partis satellites du RDPC. Ce RDPC qui continue à affamer le peuple. Serait donc un bon exemple, puisque justement le Cameroun se retrouve dans la même situation que la France. À savoir, bien évidemment, trop de charges, trop d'impôts et surtout une dette très élevée. Oui, la dette française, rien que pour le remboursement, c'est 60 milliards d'euros, rien qu'en intérêt. Et d'ailleurs, quand Macron arrive au pouvoir, en 2017, la dette française s'élevait à 2000 milliards. Mais depuis qu'il est là, la France est passée à 3000, vous vous rendez compte, à 3200 milliards. Donc imaginez combien Macron a endetté le pays. Et par la suite également, le peuple, lui, ne voit pas cela dans son assiette. Bien au contraire, avec la guerre en Ukraine, la situation est devenue intenable. C'est donc à partir de ce mécontentement qu'il y a eu ce rejet du système Macron, du régime Macron. Mais comment ne pas comprendre que c'est la même situation au Cameroun, où on taxe maintenant, on sera bientôt capable de taxer de l'air. On taxe tout, on demande aux chômeurs d'aller maintenant déclarer leurs impôts. Pourtant, l'article 66 de la Constitution demande que le président de la République, les ministres, les gestionnaires de crédit, les parlementaires et autres déclarent leurs impôts. Au Cameroun, le ministre des Finances lui-même n'a jamais déclaré ses impôts. Paul Biya, président de la République, n'a jamais déclaré ses impôts. Le Premier ministre, Joseph John Ngouté, et tous ses prédécesseurs n'ont jamais déclaré leurs impôts. Mais ils se lèvent. Ils disent que c'est le petit peuple qui n'a rien, qui doit déclarer ses impôts.
au plus tard, tel jour, et sinon, ils auront des sanctions, 250 000 francs, c'est pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font? La plateforme où on doit aller déclarer les impôts, elle n'est même pas accessible. C'est-à-dire, en fait, ils sont en train de gruger encore nos petits peuples, de reprendre le petit argent qu'ils peuvent avoir, et qui sont des conducteurs de moto, et qui vendent de l'eau. Eux, qui n'ont pas de sécurité sociale. Or, c'est justement le budget sur la sécurité sociale qui a fait révolter les députés de l'extrême droite, les députés de la gauche, les députés de l'extrême gauche en France. Mais au Cameroun, qui pour défendre la population, les taxes ne font que s'ajouter aux taxes. La pauvreté ne fait qu'augmenter. La vie ne fait que devenir chère. Mais les députés vont à l'Assemblée et contrairement même à la loi, eh bien, on ne dépose pas ce projet, ce budget comme il est conformément écrit 15 jours avant pour que les députés puissent en prendre connaissance, puissent y réfléchir, puissent voir leurs spécialistes afin de pouvoir adopter ce projet de loi. Au Cameroun, ça passe comme une lettre à la poste et c'est le petit peuple qui ne fait que subir cela. Et ce petit peuple, au moins, aurait pu bénéficier de ce qu'on appelle donc les missions régaliennes de l'État. Ces missions régaliennes, c'est d'abord la sécurité. Or, regardez au Cameroun, il n'y a plus de sécurité. La route Gabon-Gandéré, et il y a plutôt une recrudescence actuellement des enlèvements, des coupeurs de route. Mercredi 4 décembre encore, voilà un autre véhicule qui a été stoppé et on a enlevé tous les passagers. On est parti avec eux en brousse. Le véhicule a été abandonné au milieu de la chaussée. Ah, de cette piste cabossée. À la falaise de Ngandéré, puisque justement les routes ne sont pas entretenues, On a encore vu le même jour un camion à pleine vitesse qui aurait peut-être perdu ses freins, foncer droit vers un véhicule. Mercredi le 4 décembre 2024. Les 4 occupants ont été complètement broyés. Aujourd'hui, faute d'infrastructures, avec les inondations, certains prennent des pirogues. Et dans ces pirogues-là, il y a aussi des morts. On n'en compte pas. Mais cet argent des impôts servent à quoi? Le fisc qui ne fait que poursuivre les Camerounais. L'argent collecté sert finalement à quoi? Plus grave. Voilà un ministère qu'ils ont créé, qu'ils ont confié à un bandit, à Tanganji. Ce ministère est doté de 6 milliards chaque année, justement pour des crises, lorsqu'elles arrivent, telles que, par exemple, des inondations, des éboulements et même des accidents. Mais chaque fois qu'il y a un éboulement, chaque fois qu'il y a un accident, on voit un Tanganji qui se lève, qui court pour dire les seaux. On ne sait pas si les seaux permettent aux gens de s'y abriter, ou bien ils vont entrer dans les seaux, on ne sait pas, ou bien on ne sait pas à quoi servent les seaux et les matelas. Où est-ce qu'on va mettre les matelas? Face
à tout cela, les députés du RDPC, qui pourtant sont élus par les mêmes populations pauvres, n'ont jamais débattu cela, n'ont jamais voulu comprendre les souffrances des populations. Bien au contraire, toutes les lois passent et la population se passe. Heureusement, dans cet îlot néant, il y a quand même quelques opposants, des vrais opposants, tels l'honorable Nietzsche, qui, dans les questions au gouvernement, a justement posé des questions pertinentes à Tanganyika, justement sur ces fonds qui lui sont alloués depuis des années et qui s'élèvent, tenez-vous bien, à 72 milliards. Qu'est-ce que Atanganyika a fait avec ces 72 milliards qui lui sont alloués chaque année? Écoutez l'intervention de Nietzsche devant Calamity, devant Calamity à Tanganyika. Je vous le fais écouter. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en parcourant l'exposé des motifs, je constate que parmi les catastrophes survenues au Cameroun ces dernières années, vous ne citez pas celle de la falaise de Tchang. C'est la preuve que ce projet de loi était dans les tiroirs depuis longtemps. Apprenez tout au moins à actualiser les documents que vous soumettez à la représentation nationale. Monsieur le ministre, le Cameroun a connu 2 catastrophes naturelles majeures durant le second semestre de cette année. D'abord, dans la quasi-totalité des départements de l'extrême nord, où la digue du Logone et le barrage de Maga ont lâché, occasionnant des pertes humaines et matérielles énormes. La seconde catastrophe est survenue en début de ce mois de novembre avec les écoulements meurtriers au niveau de la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest, où on compte des morts et disparus par dizaines. Pour ce qui concerne justement la falaise de Tchang, après le premier écoulement de terrain, on aurait pu éviter des pertes en vies humaines si la direction de la protection civile avait joué le rôle qui lui est assigné en fermant les entrées et sorties de la dite falaise, puis en érigeant immédiatement après un périmètre de sécurité interdit d'accès au public. Rien de tout cela n'a été réalisé dans l'urgence. Gérer, c'est prévoir. Voilà. Selon les responsables de la division communication de l'université de Tchang, Écoutez donc. 4 mémoires recherche en sciences de la Terre soutenues en 2021 et 2022 à l'université de Tchang ont analysé la falaise et ont alerté sur les risques qu'elle présente, tout en esquissant des pistes de solutions toujours d'actualité. Qu'en avez-vous fait? Apparemment rien du tout. Et quand bien même on n'arrive pas à prévoir malgré de multiples alertes, on doit tout au moins être en capacité de gérer ou d'endiguer la bourrasque en cas de catastrophe. Voilà. La direction de la protection civile qui est logée dans le ministère dont vous avez la charge comporte une cellule des études et de la prévention chargée des études relatives aux mesures de protection civile et de la préparation des stages de formation des personnels
de la protection civile. Est-ce Une que sous-direction de la coordination et des interventions qui est chargée, entre autres, de l'organisation de l'assistance, de la coordination des moyens mis en œuvre pour la protection civile, ainsi que de l'examen des requêtes en indemnisation et des aides financières en faveur des personnes victimes des calamités. D'où les questions suivantes. On y va. Voilà. Où sont passées les différentes aides destinées aux populations sinistrées dans l'extrême nord? Dois-je vous rappeler que le ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye, a déclaré dans une vidéo devenue virale que les 2 milliards débloqués par le président de la République sont retournés à Yaoundé. Information d'ailleurs confirmée par M. Rodo Marcel, qui a également affirmé dans une vidéo virale que les populations de Vélé dans le maillot d'Anaï n'ont absolument rien reçu de cette aide. Qu'avez-vous fait donc de cet argent, sachant que c'est la sous-direction de la coordination et des interventions logées au ministère de l'administration territoriale qui est en charge des aides financières en faveur des personnes victimes des calamités? La direction de la protection civile est censée produire un rapport annuel sur la situation de la protection civile au Cameroun. À quand date la production et surtout la publication de ce rapport? Le rapport disponible sur Internet remonte à 15 ans. 15 ans. Depuis la survenance des inondations meurtrières dans l'extrême nord, il y a 12 ans, le montant alloué à la direction de la protection civile se chiffre en moyenne à 6 milliards de francs par an, soit Veuillez m'excuser. C'est un bout de l'honorable Nietzsche. Et bien sûr que lorsque vous écoutez Nietzsche, vous avez une boule au ventre par rapport à tout ce que ce régime, et particulièrement à Tanganyika, fait contre le peuple camerounais. À Tanganyika, voilà donc les missions qui lui sont assignées. Mais vous allez le voir où? Il va vous dire, Moulinex a fait ceci. Je dois faire les condiments. Vous allez le voir dans des disputes des sacs de riz. Vous allez voir à Tanganyika, dans tout ce qui est dangereux et tout ce qui est comme détournement. Comment un ministre de la République, ministre de l'administration territoriale, ne peut pas justifier tout cet argent, je dis bien 72 milliards. 72 milliards lui ont été accordés. Mais ces 72 milliards, exactement comme l'argent du Covid, l'argent du Covid s'est retrouvé entre les poches, le sac à main et le grenier de son épouse. Et la seule chose qu'il a eu à faire, c'est d'aller construire une église dans le village de son épouse. Attendez d'y est ce ministre qui se retrouve partout. Mais jamais là où les Camerounais ont besoin de lui. Jamais là où il a été nommé. Attendez, il voit les partis politiques. Il dit, toi, PCRN là, non, bon, on enlève Capral, il dit, on met tel. Mais est-ce que le ministre de l'administration territoriale est chargé de ça? Il arrive dans l'église, d'abord à la mosquée. Attendez, il devient imam. Il commence à vous lire le Coran.
Et il vous apprend qui était le prophète Mohammed, que c'était même son oncle direct. On dit, attendez, dit, le prophète Mohammed était ton oncle. Oui, 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 oui. Ton oncle. Hein? Faites ça, hein? J'envoie les abeilles, j'envoie les... Il quitte de là. Il arrive dans la vraie église de Dieu. Il dit, il n'y a qu'une seule vraie église de Dieu, c'est moi. Je suis le prophète. Et je désigne comme apôtre tel ou tel, qui devient mon représentant. Et c'est ce qu'il a fait. Heureusement que dans leur lutte de clan, eh bien, l'homme qui est aussi chat là, c'est-à-dire que, voilà, Laurent Nesso, lui aussi a vu que Atangandi est déjà en train de prendre l'avance sur lui. Et c'est lui qui cherche à nous tirer un peu que, gars, je te tiens par la queue. Tu ne vas pas envahir comme ça là. Et du coup, on vient de voir d'ailleurs une décision du tribunal administratif de Yaoundé qui a suspendu donc justement ces missions ou alors cette colonisation de Atangandi qui avait déjà pris l'église, vous vous rendez compte? Il est devenu ministre des églises. Il est devenu patron de la vraie église de Dieu. Et on a donc suspendu toutes les décisions qu'il avait prises contre 2 autres ou 3 autres prophètes de la vraie église de Dieu, ou la fausse, ou la moyenne, ou quoi, puisqu'on ne sait plus laquelle est vraie, laquelle est fausse. Atangandi est donc l'un de ces ministres qui devrait normalement aller en prison. Atangandi devrait justement être l'un de ces ministres qui révolte tous les députés d'une république. Quand on voit ces agissements, les députés au Cameroun, malheureusement, eh bien, comme on vous a dit, c'est chacun pour soi, chacun pour son ventre. Sinon, la foultitude de membres du gouvernement qui défilent devant la commission des finances pour défendre leur budget, ces députés-là devraient déjà les renvoyer dehors, les jeter en pâture. Vous vous rendez compte? On a vu au Cameroun la crise du Covid, où les membres du gouvernement se sont partagés jusqu'au riz Orca. L'argent qui a été pris, qui a été prêté, parce que ce n'était pas un cadeau au gouvernement pour le Covid. Ils l'ont tous détourné. Vous avez là le rapport de la Chambre des comptes. Est-ce qu'un député fabrique? Vous avez eu un rapport de la Chambre des comptes qui vous dit que voici les ministres qui ont volé. Mais qu'est-ce qu'on voit dans notre assemblée? Rien du tout. Chacun est là, croise les bras. Certains se disent tellement républicains. Mais à quoi bon donc aller à l'assemblée si on ne peut pas défendre le peuple? Si on ne peut pas défendre même les lois qui ont été votées par vous-même? Attendez, il ignore une chose. C'est qu'aujourd'hui, il est ministre de l'administration territoriale. Mais demain, il devrait rendre compte au peuple camerounais qui se disent que d'autres avant lui étaient plus forts. Que ces ministres qui défilent devant les députés, qu'ils se disent que avant eux, Abba défilait devant les députés. Je crois que lui, Paul Motazé, est au courant que Abba a été l'un des meilleurs ministres de l'économie ou des finances. Mais Abba n'avait jamais essoufflé le peuple camerounais comme ça. Mais Motazé, regardez ce qu'il n'a fait que faire. La ligne 94, la ligne 65, la ligne 57. Motazé n'a fait que détourner de l'argent.
Motazé n'a fait que donner de l'argent aux bandits. Cet argent aurait pu servir pour le pays. Aujourd'hui, le Cameroun est complètement endetté à cause de qui? À cause de Motazé. Et c'est le même Motazé qui, à l'Assemblée, vient dire que il faut absolument étouffer les Camerounais avec les charges, avec les taxations, au point où même l'air risquerait d'être taxé. C'est le même gang de lui, Paul Motazé, qui est parti créer la CDE avec les Atandakuna. C'est-à-dire que l'eau, alors que le Cameroun a des cours d'eau, des fleuves partout, mais ils sont partis jusqu'à voir le Maroc, un autre pays africain, pour dire maintenant que c'est les Marocains qui allaient donner de l'eau aux Camerounais. Mais la souveraineté, c'est quoi donc? Si vous n'avez pas de l'eau à boire, de l'eau, vous ne produisez pas de l'eau. Vous avez de l'eau, mais vous partez prendre les Marocains. Alors que, lorsqu'il y a eu l'indépendance, le Cameroun avait déjà la SNEC. Le Cameroun avait déjà au moins une souveraineté sur l'eau. Sur l'eau. Le Cameroun avait une souveraineté sur l'électricité. Le Cameroun avait une souveraineté sur les transports, sur la Camer. Mais avec le système Motazé, qui a fait tomber la Camer? C'est lui, Paul Motazé. Qui a fait tomber la Campost? C'est Atangandji, avec Amoukou-Belinga. Et c'est eux qui viennent jouer les shérifs, alors qu'ils sont des grands bandits. Atangandji et Motazé sont aujourd'hui les shérifs du régime Biya. Motazé dit, allez, frappez au niveau des poches. On se met à frapper. Mais on ne regarde pas ce qu'il a volé. Quand il était à la Caber, puis il allait à la Sainte-Pèce, puis les lignes 94, 65, 57 avec son ami à Tangandji. Il a été à la fois au ministère de l'économie, au ministère des finances, il a même été au premier ministère. Jamais le Cameroun ne s'est autant mal porté. Le neveu de Paul Biya. Et aucun député ne peut lever le petit doigt. Alors que justement, ce système est improductif et va même créer des problèmes à Paul Biya en 2025. Ce qui est arrivé au maître Macron, que Paul Biya ne se dise pas que lui, l'élève de la France, donc de Macron, il va échapper. La faim fait sortir le loup du bois. C'est un proverbe français. Ventre affamé n'a point d'oreille. À l'allure où nous allons, parce que du Paul Motazé et toute la bande de voleurs qui ne font que détourner des milliards, ils croient que le peuple camerounais va continuer à supporter. Ah, il est résilient, il est vraiment nonchalant, il est mort-vivant et tout ça. Mais ils oublient qu'avant cela, ce peuple camerounais avait déjà réussi à se dresser, à se lever. Ils oublient qu'il y a eu des émeutes de la faim en 2008. Ils oublient qu'avant 2008, le peuple camerounais était debout déjà, en 90, en 92. Ils oublient qu'avant cela, ce peuple camerounais était déjà le premier à demander son indépendance, sa souveraineté, avec les Oumounomé, les Ernest Ouadi, qui acceptèrent de donner de leur vie
Aujourd'hui, cette jeunesse qui est dans la rue, qui ne voit plus d'avenir, est aussi comme ce peuple français qui, regardant l'avenir sombre, ne voulant pas plonger dans le tunnel, comme on nous fait croire qu'il faut attendre jusqu'à 2035 pour l'émergence, quand Paul Biya aura 200 ans comme Abraham, pour qu'il ait son 15e mandat, puisque lui il est éternel, que c'est là où subitement nous allons sortir du noir. Que c'est là subitement où la nourriture viendra du ciel, viendra tomber dans notre bouche. Que subitement, à ce moment-là, nos salaires nous permettront d'aller dans les hôpitaux hyper sophistiqués avec des plateaux. Que subitement, c'est là où on aura des avions. Que subitement, c'est là où on aura des belles routes, où on n'aura plus d'accidents de circulation. Mais non! C'est maintenant le changement. On ne peut pas rater le train du changement alors que d'autres profitent de leur position, non seulement pour s'enrichir, ne déclarent pas les impôts, mais demandent aux autres, aux petits peuples, à qui ils sont obligés de serrer la ceinture. On a commencé à serrer les ceintures, on dit encore serrer les ceintures, chaque fin d'année, serrer encore la ceinture, serrer la ceinture. Maintenant, il n'y a plus de chair, il ne reste que l'os. Et maintenant, la ceinture est en train d'attraper les os, va même casser les os. Et pendant ce temps, il faut voir les joues de Léopold Montalet. Le ventre est déjà comme ça, comme s'il voulait accoucher. Les fesses sont derrière comme ça. Les autres sont en train de maigrir. On voit tout ça à la télé. Ils sont en train de manger. Ils sont comme des cochons. Et ils croient que les autres sont des pigeons. Macron, c'est une bonne leçon. Rien n'est acquis. Et qu'on n'oublie pas que c'est le peuple français qui lui-même, après en avoir vu ras-le-bol, avait décidé de passer le roi à la guillotine. Qui eût imaginé le roi qui était intouchable, qui était le demi-dieu? Mais lorsque le peuple s'est levé, on connaît la suite de l'histoire. Ceux qui nous ont donc dit qu'ils sont les meilleurs élèves de la France, qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes les apprenants de l'histoire française. Et nous devons devenir les pratiquants de la même histoire française. Retour de la manivelle. Nous apprenons de l'histoire française. Et nous allons pratiquer l'histoire française sur nos dirigeants qui justement aussi, tels des rois français, tels à l'époque, aussi orgueilleux, imbus qu'ils étaient, aussi puissants qu'ils se croyaient, pouvaient se permettre n'importe tout ou quoi et pouvaient narguer le peuple, pouvaient être dans leur palais des citadelles avec des grands murs se disant que personne ne peut les traverser, mais on connaît ce qui s'est passé pour la prise de la Bastille. Et tout dit ne peut pas être une Bastille imprenable lorsque le peuple aura faim, soif, et lorsque le peuple sera dépassé, harassé, fatigué par des impôts, fatigué par la pauvreté, fatigué par les vols aggravés, fatigué par les moqueries, les mensonges grossiers d'un gouvernement méchant, fainéant, de vaurien.